Et la première question qu'on va poser effectivement, s'il vous plaît, c'est comment envisagez-vous l'épanouissement des apprentis au quotidien, en entreprise et au CFA? Et pour cela, un certain nombre de personnes ont accepté de participer à une table ronde. Je pense à Jérémy Marchand, je pense à Safiane Iqbal, je pense à Christophe Da Silva, je pense à Franck Prêtre, à Peter Lott et à Laurent Baron. On peut les applaudir, merci. Donc, je vais leur laisser immédiatement la parole. Pour qu'ils se présentent dans le cadre de cette thématique qui s'appelle BTP, bien dans ta peau, bien dans ton poste. Donc vous allez vous présenter maintenant les uns après les autres rapidement, afin que les collègues puissent savoir véritablement qui vous êtes et que le réseau qui nous regarde également puisse avoir des informations. À toi. Donc bonjour, moi c'est Christophe Da Silva. Donc, je suis apprenti au CFA d'Hermont-Aubonne en deuxième année d'installateur sanitaire. On est là pour les apprentis, on est là pour les apprenants, c'est essentiel qu'ils soient parmi nous. À toi. Bonjour, Christophe. moi c'est Iqbal Safiane, je suis au CFA d'Hermont en apprentissage en installation sanitaire plomberie. Voilà. Bonjour à tous, Franck Prêtre, secrétaire général des 5 BTP CFA Centre, Blois, Chartres, Châteauroux, Orléans et Tours. Merci Franck. Monsieur Marchand. Bonjour à tous, Jérémy Marchand, je suis directeur régional adjoint Est de l'entreprise de Mathieu Barre Construction et je suis en charge des agences de Marne-la-Vallée et de Reims. Qui nous apportera ce regard entreprise essentiel, donc les jeunes, l'entreprise, le réseau bien sûr. Peter. Bonjour à toutes et à tous, Peter Lott, formateur EPS au BTP CFA Marne, Reims, depuis 2006 et aussi formateur PRAP. Et enfin Laurent. Bonjour, Laurent Baron, adjoint de direction, chargé du suivi socio-éducatif au BTP CFA des Pyrénées-Orientales à Perpignan. Voilà, un grand merci à vous de vous être rendu disponible pour cette table ronde d'ouverture. Alors, je le disais tout à l'heure, on est dans la phase 2 des rencontres pédagogiques et éducatives. Lors de la phase 1, il y a eu un certain nombre de projets régionaux qui ont été initiés et on en a extrait un certain nombre de mots-clés. Ceux qui apparaissent avec une taille plus importante sont les mots-clés qui ont été le plus cités. Alors je vais immédiatement demander aux collègues de la table ronde de réagir, mais avant un petit commentaire. Accompagnement, je crois que c'est le mot qui est revenu le plus souvent, au même titre que l'ASE, l'accompagnement socio-éducatif, la PSE, l'EPS, la PRAP également. On a pas mal parlé de la PRAP après une demi-heure de séminaire. La notion aussi de parcours personnalisé, de communauté éducative, de projets professionnels. Bref, on s'aperçoit que les thématiques sont vraiment essentielles et qu'elles renvoient quelque part non seulement au savoir-faire du réseau, mais également à un certain esprit du temps. Alors, Laurent, une première réaction par rapport à cette liste de mots-clés, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Sur quoi souhaites-tu réagir? Alors bien évidemment, je réagis sur l'accompagnement, sur ASE, sur PSE, mais également sur prise de conscience, rupture de contrat, projet commun, travail d'équipe. Ouais. C'est des mots qui me parlent parce que durant le parcours professionnel des jeunes que nous aurons, que nous avons, il va y avoir des étapes certaines relativement faciles à négocier, d'autres peut-être plus compliquées. Oui. Et il est nécessaire d'en avoir conscience et de bien savoir que l'accompagnement des jeunes est un travail transversal qui se fait en équipe, c'est un projet commun. Communauté éducative. Communauté éducative. Et donc, il est important de savoir que il va falloir tous ensemble œuvrer, tous les personnels de CFA, les entreprises, les familles, les éducateurs spécialisés, tous les partenaires que l'on peut rencontrer durant la formation pour le devenir, l'avenir des jeunes qui nous sont confiés. Le projet personnel et professionnel du jeune. Merci. Peter, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Alors moi je vais réagir sur EPS, valeur du sport, accompagnement.
Je pense qu'on pourrait réagir sur tous les mots finalement. C'est Oui. une globalité Oui, pour accompagner non seulement professionnellement, mais socialement le jeune dans son développement personnel. Les valeurs du sport, elles sont, qu'on soit dans une équipe de foot ou dans une équipe de travail sur un chantier, sont les mêmes. Donc c'est important de préparer les jeunes, puisqu'ils sont dans une rupture brutale entre le monde scolaire tel qu'ils ont pu le connaître, que ce soit au collège ou au lycée, Oui. et le fait d'arriver de but en blanc dans le monde professionnel, dans une équipe de travail, avec tout ce que ça comporte. Donc ce que tu suggères, c'est qu'une pratique sportive peut être un atout pour la réalité professionnelle? Bien évidemment, oui, on véhicule tout à fait les mêmes valeurs. C'est des valeurs de vie, la communication, connaître les règles, que ce soit les règles du droit du travail ou les règles d'un sport. Respecter le maître d'apprentissage comme on respecte un arbitre, ce sont des choses importantes et des Belle valeurs image. importantes à véhiculer pour que les jeunes puissent s'installer rapidement dans leur nouvelle vie professionnelle, d'apprenti professionnel. D'accord. Le maître d'apprentissage comme arbitre, l'arbitre comme maître d'apprentissage. Transition parfaite avec Jérémy Marchand. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, Monsieur Marchand? Alors le premier mot sur lequel je vais réagir, évidemment, c'est accompagnement. Oui. Parce que c'est notre responsabilité en tant qu'employeur de pouvoir accompagner évidemment les profils. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'immersion progressive dans l'entreprise et également dans le métier. C'est un des facteurs clés, je pense, de la réussite. Le deuxième slogan qui m'attire, c'est l'attitude sociale. Faut comprendre que dans nos structures, de plus en plus, on essaye d'accompagner par des moyens de parrainage et autres les profils en alternance, mais également l'insertion sociale, parce que dans beaucoup de nos marchés, on a de l'insertion sociale. Donc maintenant, nos salariés sont engagés dans l'accompagnement de plus en plus de personnel. Et c'est pas forcément évident, là je parle d'une réalité vraiment terrain, c'est pas forcément évident pour eux de pouvoir y passer du temps. Et pour que ça fonctionne, il faut une attitude sociale. Il faut créer l'échange. Il faut que les jeunes, quand ils rentrent, ou des jeunes ou moins jeunes, peu importe, en tout cas qu'ils favorisent l'échange et qu'ils soient curieux. Et ça donne du sens à tout le monde. Et dans nos structures, on cherche, il faut comprendre qu'on cherche des gens curieux et on cherche en permanence à recruter et à mettre des gens compétents et qui ont envie à différents postes. Et, ne pas hésiter à dire je ne sais pas, demander de l'assistance, des conseils, de l'aide, etc. Les fameuses compétences socio-professionnelles. Voilà. Merci. Franck, alors Franck, aujourd'hui tu es secrétaire général, mais dans le réseau tu as occupé d'autres fonctions par le passé et c'est une thématique que tu connais bien. Alors, en quoi ça te fait réagir ? Oui, dans cette belle mosaïque de termes, je souscris pleinement à ce qui est écrit. L'accompagnement, c'est préalablement une histoire de vie en formation. Et je crois qu'il est difficile de dissocier aujourd'hui nos missions et nos fonctions. C'est bien être en capacité de remplir toutes les conditions réunies pour que un jeune ou tout autre salarié, ou quel que soit d'ailleurs le public accueilli, c'est de mettre tout en œuvre pour que cet accompagnement en histoire de vie soit une histoire de vie en formation. Cette histoire de vie, c'est aussi une offre de service, c'est une réponse pour tout, et j'oserais presque même aller plus loin, une réponse pour chacun. Oui, personnalisation. Oui, tout à la fois aujourd'hui, avec une petite et humble expérience d'adjoint à SE pendant presque une dizaine d'années et adjoint pédagogique pendant presque également une dizaine d'années et directeur de CFA, je serais nuancé aujourd'hui sur ces questions parce que c'est l'affaire de tous. Ce que je dirais, c'est que l'estime de soi, j'aime souvent dire que c'est d'abord la reconnaissance avant la connaissance. Ça, c'est un élément fort de notre organisation. C'est comment on apporte cette contribution d'un parcours personnalisé en termes de didactique, puisqu'on parle souvent de formation, mais je crois que la première des relations, c'est la relation à l'apprenti, et la relation, c'est bien du pédagogique. Oui. Donc dimension éducative, dimension pédagogique, avec au cœur le projet personnel et professionnel du jeune, de l'apprenant. Transition toute trouvée avec le deuxième point. Merci messieurs. Quelques questions à poser à Christophe et Safiane maintenant, concernant justement cette thématique. Question très directe. Christophe, qu'est-ce qui est important pour toi pour être bien au CFA ? Alors pour moi déjà avant tout faire le métier qu'on aime déjà. Ouais, avant tout. C'est sûr que si on prend un métier comme ça,
on ne sera pas bien dans notre peau, on ne sera pas bien au CFA et même en entreprise. Ensuite, la prise de conscience du coup. Oui. Parce qu'il faut prendre conscience que quand on arrive au CFA, on n'est plus scolaire. On est, on n'est plus scolaire, on est comment dire, on est salarié quoi. Professionnel. Voilà, on est professionnel, on est salarié, donc c'est plus tout pareil, que ce soit les vacances, que ce soit le rythme de vie. Ouais. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Il avait préparé. Oui, après voilà. Voilà. Safiane, au CFA toujours, ensuite on posera la Je suis question. tout à fait pour d'accord avec Christophe, Ouais. la même chose. L'accompagnement est très important, un bon accompagnement. Ouais. Plus l'intégration, c'est très important aussi. Si on connaît, par exemple, si on est au collège, on s'intègre dans le CFA, on n'est pas encore dans le travaux pratiques en fait. On Ouais. est encore à l'école. Du coup, si d'un coup on rentre dans le travail, c'est pas la même chose. Ça nous arrête quoi. Parfois, souvent, c'est très dur quoi pour des élèves quoi. Ouais. C'est souvent très dur. L'importance De de rentrer l'intégration, voilà, tout à fait. d'une journée, d'une semaine Voilà, tout à d'intégration quand vous passez du collège au Tout à CFA. fait. Quoi. Parce que le plus souvent, le premier jour au chantier, quand on arrive, on attaque direct le boulot, rien n'est expliqué, etc. C'est souvent dur en fait. Parce qu'on aime le métier, la plomberie on l'aime. Mais si on arrive le premier jour, on fait que du marteau-piqueur, on va se dire, c'est pas de la plomberie quoi. Donc il y a la dimension de stratégie tout à fait. pédagogique, de progressivité. Alors tu peux garder le micro, Safiane, puisque je vais te poser la même question. Qu'est-ce qui est important pour toi pour être bien en entreprise cette fois? Bah, Sur le terrain. comme je l'ai dit, l'intégration. Aussi. Un bon accompagnement. Ouais. Un très bon accompagnement. Parce que si on a un bon accompagnement, on sera intéressé à poser plus de questions. Alors que si le maître d'apprentissage, il Ça vous rejoint dit ce que disait vas-y, fais M. le balai Marchand. ou fais du marteau-piqueur, tu vas pas lui poser des questions sur le marteau-piqueur. Ouais. C'est évident. C'est clair. Christophe, en entreprise, qu'est-ce qui est important pour toi pour être bien en entreprise? Bah, du coup, pareil, l'accompagnement, le fait le premier jour quand on vient, qu'on ne soit pas direct attaqué par des passe le balai ou fait ci, fait ça par des mauvaises tâches en fait. Que voilà, on arrive, déjà on nous parle de sécurité. Avant tout déjà, la sécurité, La prévention des risques. qu'on s'intègre bien quoi. Et après que petit à petit on fasse des tâches liées à la formation. Qu'on ne fasse pas que ce soit balayer, que ce soit faire les tâches que les ouvriers ne veulent pas faire eux. La variété des tâches. Ok, alors, sans langue de bois aucune, hein, on est là pour vous, donc n'hésitez pas à vous exprimer. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui qui pourrait vous aider à vous épanouir davantage, que ce soit au CFA ou en entreprise? Si vous deviez pointer, je sais pas, une chose ou deux par rapport à ça. C'est pas simple hein, comme question, mais c'est important qu'on l'entende. Du coup, l'accueil, c'est sûr. Comment dire? Pas simple hein, comme Ouais, question. c'est pas simple. C'est parce qu'on est bon dans ce réseau quand même. Hein. On peut s'applaudir d'ailleurs. Hein. Oui. Monsieur Marchand, qu'est-ce que ça évoque, ce que disent pour vous nos jeunes? Eh ben, il rappelle souvent le terme intégration. Je crois que c'est au cœur de nos préoccupations. L'intégration, c'est un peu la clé du bien-être, je pense, dans une société. L'appropriation de l'entreprise, des valeurs de l'entreprise, c'est un des facteurs clés aussi de l'appropriation et du bien-être au travail. Alors nous, on se pose beaucoup de questions parce que notre préoccupation quotidienne, c'est de gérer une entreprise avec des ressources. Sans les ressources, on ne peut rien faire. Eh oui. Ma problématique au quotidien, c'est de garder les gens dans mon entreprise, de ne pas avoir de turnover. Et pour ne pas avoir de turnover, il faut leur apporter du bien-être. Et le bien-être, ce n'est pas que, et heureusement, et je le remarque tous les jours, que les gens ne sont pas que sensibles à l'effort salarial, à l'effort. Ils sont sensibles à tout ce qu'on leur apporte autour. Alors, beaucoup de communication. Communication. On communique extrêmement. Alors, on communique beaucoup et surtout, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il manquait de la communication sur tous les échelons d'une entreprise. On communique beaucoup sur les échelons supérieurs, on communique beaucoup moins avec les échelons inférieurs. Donc aujourd'hui, on a mis en place tout un tas de processus pour pouvoir redescendre et communiquer avec les gens de terrain pour donner du sens à ce qu'ils font et puis aussi pour les considérer.
Parce que des fois, c'est un peu oublié, je ne me cache pas de le dire. On est pris dans le flux de notre travail au quotidien. Et les gens de terrain doivent comprendre pourquoi ils travaillent, doivent comprendre ce qu'ils ont à faire. Et c'est à nous aussi de leur rendre du sens, en tout cas. Alors, ce qu'ils font. c'est vrai pour les entreprises d'une certaine taille, comme celle à laquelle vous appartenez, mais c'est vrai aussi pour les artisans qui prennent des apprentis aussi et qui rencontrent les mêmes problématiques peut-être de manière plus accrue. Concrètement, comment suivez-vous le parcours de vos apprentis au CFA? Est-ce qu'il y a des process? Est-ce qu'il y a des invariants? Alors nous, on a un vrai parcours d'intégration au sein du groupe, un parcours d'intégration qui est sur 18 mois, avec des échelons. Donc sous tous les 6 premiers, en tout cas les 3 premiers mois, il y a une visite nécessaire au sein du siège, avec un échange avec les collaborateurs. Et après, l'appropriation, alors après ça dépend des niveaux, mais en tout cas de l'environnement informatique, de notre système sécurité, et même une formation sur l'histoire du groupe. On parlait de l'appropriation de l'entreprise, pour comprendre d'où on vient, quel est le cap et un peu la stratégie de l'entreprise. Donc on a un réel parcours d'intégration. Et un de nos derniers travaux, je l'ai validé hier justement, c'est la journée d'accueil. La journée d'accueil, le jour où la personne arrive dans l'entreprise, on vient de faire tout un travail pour que ce soit bien défini et que chacun puisse bénéficier du même accueil, c'est-à-dire d'avoir son N+1 sur place, de pouvoir manger avec le N+1 le midi, de pouvoir échanger avec les gens qui sont présents à l'agence au café, et après d'aller sur le chantier si c'est des gens de chantier, ou de rester à l'agence si c'est des gens plutôt sédentaires. Mais la journée d'accueil à proprement parler, aujourd'hui, chez nous, elle est, depuis hier, standardisée. Et c'est bien, parce que des fois, on peut passer à côté. Merci. Laurent ou Peter, peut-être d'abord une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit. Juste peut-être rebondir sur la journée d'intégration, je pense qu'elle est aussi importante au sein de nos CFA. Alors je tends un petit peu l'oreille auprès de mes collègues du réseau, de l'EPS, de l'animation et autres. Et c'est vrai que ça se démocratise de plus en plus en ce moment. On organise des journées d'accueil, d'intégration, comme ça peut se faire à la faculté ou dans le milieu scolaire traditionnel, pour aider les jeunes justement à se familiariser rapidement avec les locaux. On peut organiser ça de façon ludique, sportive. Par exemple, moi dans mon CFA, j'organise une rando sécurité qui est une simple course d'orientation au sein du CFA pour se familiariser donc avec les locaux assez rapidement, et puis les aider à regarder aussi là où il faut en termes de santé et sécurité au travail, identifier ce que disaient les jeunes tout à l'heure, le DAE, identifier les zones de marquage au sol, où on peut aller, où on ne peut pas aller, avec EPI, sans EPI, tout un tas de choses comme ça qui vont parler rapidement aux jeunes au quotidien dans leur métier. Laurent, on parle beaucoup aujourd'hui de jeunes nés après 95, notamment appartenant à la génération Z. Alors les sociologues, comme il n'y avait plus de lettres après Z, la nouvelle génération, ils les appellent les millennials maintenant, ne me demandez pas pourquoi. Donc bref, dans nos CFA, on a la génération Z et les millennials, vous êtes des millennials pour les sociologues. En quoi les jeunes aujourd'hui, Laurent, sont-ils différents de ceux que tu as connus au fil des années? Quel est le profil, les spécificités d'un jeune aujourd'hui dans nos CFA? Alors au fond, je pense que les jeunes n'ont pas changé. Je crois que les jeunes sont les mêmes. Il y a 20 ans, 30 ans, quand j'ai commencé ma carrière. Par contre, c'est l'environnement qui a évolué. C'est-à-dire l'environnement, tu en parlais tout à l'heure, l'accès à tous les moyens de communication, à tous les réseaux sociaux, une évolution de la société qui est de plus en plus tournée vers les écrans, vers l'immédiateté de la réponse, d'une réponse à leurs questions, du résultat, l'immédiateté du résultat, l'accès à certaines connaissances dans le sens large du terme auxquelles il y a 20 ou 30 ans on n'avait pas accès, une société qui évolue en permanence et de plus en plus rapidement, mais au fond les jeunes restent quand même avec les mêmes, je dirais le même ADN, les mêmes principes, les mêmes bases. On parlait tout à l'heure d'estime de soi, on parlait d'amour du métier, on parlait d'intégration. Si déjà les jeunes, nous les accueillons
comme des individus. Chaque apprenti est un individu à part entière. Et il mérite d'être... il faut qu'il y ait une rencontre qui se fasse entre cette personne et l'équipe éducative, l'entreprise, les différents intervenants. Si déjà on prend l'apprenti comme un être humain, un adulte ou un jeune adulte, un professionnel, je crois que déjà on a répondu une partie à la question. Et après ces préoccupations, on parlait des préoccupations tout à l'heure, les nôtres, on aura peut-être l'impression que nos préoccupations sont les bonnes et les leurs sont secondaires. Mais non, elles sont toutes importantes. Leurs préoccupations sont importantes. D'avoir accès au numérique, c'est quelque chose qui est très important pour eux. Oui. Pour revenir sur ta question. Alors, la bonne question, c'est se dire on ne va pas leur refuser l'accès au numérique, parce que de toute façon, ils vont y aller. Mais comment vont-ils y aller? Comment vont-ils être préparés? Comment vont-ils être mis en garde? Comment va-t-on se servir du numérique comme outil pédagogique? Ouais. Mais les jeunes, je pense, enfin, ma vision, c'est qu'ils sont peut-être même mieux que maintenant, parce que justement, ils ont plus de tentations et malgré ça, ils arrivent à mener leur projet, ils arrivent à s'insérer, à développer leur propre projet professionnel, en tant qu'individu, être humain, responsable. Merci Laurent. Alors je vais demander aux jeunes de réagir, Safiane, mais d'ici quelques minutes, on va prendre quelques questions dans la salle par rapport à ça. Donc Astou, où est-elle? Là-bas, avec le micro. Donc si des gens qui souhaitent intervenir, vous pouvez déjà vous manifester auprès d'Astou pour réagir à ce qu'on se dit là. Tu peux peut-être aller prendre un micro plutôt là-bas et laisser celui-là ici, s'il te plaît. Merci. Voilà. Safiane, une réaction par rapport à ce qu'a dit Laurent sur le numérique notamment, sur l'apprenti en tant qu'individu à part entière. Comment réagis-tu par rapport à ça? Eh bien, le numérique de nos jours, c'est un gros problème. Oui. C'est un très gros problème. Exemple, nous, en cours de technologie avec notre professeur, on a une boîte où on doit poser nos portables quand on rentre en cours. Ah, l'éternelle question. Parce que moi y compris dedans, je suis souvent sur mon portable en cours. Ça m'arrive aussi. Je suis souvent sur mon portable en cours. Ouais. C'est la même pour tout le monde en fait. Parce que quand on est en cours de technologie, on a 4 heures de suite. Souvent, on a l'habitude d'aller sur nos portables, à envoyer des messages, à aller sur Snap, etc. Du coup, les portables, c'est dur à y résister en fait. C'est très moi y compris. On parlera d'addiction tout à l'heure. Il y a une addiction? C'est une très grande addiction de nos jours. Tu parlerais d'addiction carrément. Ouais, tout à fait. Christophe, même à la maison, même à la maison. D'accord. On va être dans le salon, il y aura 5 personnes. Les 5 personnes vont être sur leur portable. Il n'y en aura pas une qui va discuter ou quoi que ce soit. Bon. Vous envoyez des tweets comme nous aujourd'hui? Ouais. Christophe? C'est vrai aussi qu'en fait, je suis d'accord avec lui, même au niveau du partage, en fait, quand on est en famille ou quoi, c'est vrai qu'on voit souvent tout le monde en fait, sur leur portable, personne ne se parle, etc. Et oui, c'est vrai qu'avec notre formateur, on a l'habitude, il y a une boîte en fait, et on met tous nos téléphones dedans. Comme ça, on est plus attentif, on est plus... en fait, on écoute plus, quoi. Ah. Et on est plus... Donc, parce qu'en fait, c'est comme un réflexe, en fait. Que même quand on n'a pas notre téléphone, on fait ça avec, pour regarder... et on se rend compte que oui, en fait, on n'a plus le téléphone. En fait, c'est devenu un réflexe. Tu en parles avec émotion, en tout cas. Non, mais ouais, c'est une addiction, c'est sûr. Donc pour être bien dans sa peau, bien dans son poste, il faut savoir aussi se désaccoutumer peut-être de certaines addictions. Se déconnecter dès qu'on arrive en cours, le mettre dans une boîte ou même de côté et que personne touche à son téléphone, à part quand c'est des urgences, sinon d'accord. Voilà, quoi. Franck, qu'est-ce que tu en penses de cette problématique sociétale ? Le principe de nos organisations, c'est qu'il y a effectivement cette fonction de socialisation. Oui. La socialisation dans son ensemble. La socialisation, elle se fait autant dans l'entreprise parce que nous sommes effectivement sur une réponse à un plan de formation qui s'inscrit dans le processus de l'entreprise et qu'effectivement, cette génération, elle a quand même une valeur ajoutée par rapport à toutes celles que j'ai pu avoir la chance d'accompagner. C'est qu'elle a envie de comprendre ce qu'il se fait autour d'elle et c'est pas à côté d'eux, c'est avec eux. Ouais. Si on a compris ce principe-là, ça veut dire que ça, c'est une construction qui va à la fois sur la construction du professionnel
mais surtout la construction identitaire. Ils veulent être associés à leur destin, ils veulent avoir une vision partagée de ce qu'on leur propose, ils veulent avoir des réponses sur mesure, ils veulent des solutions, et c'est pas demain, et on avait quand même ces fâcheuses tendances à répondre « c'est comme ça ». C'est pas comme ça aujourd'hui. Il faut être à la fois réponse à la critique, réponse à l'objet même qu'il manifeste, et cette génération, elle est géniale pour ça, parce qu'elle bouge nos organisations, elle bouge nos principes, elle bouge nos missions et nos fonctions, elle engage de notre part d'être exemplaire dans la réponse. C'est pas attendre demain la réponse, c'est aujourd'hui. Et cette question-là, en tant que secrétaire général aujourd'hui, c'est effectivement un pilotage à la fois centré sur l'individu, mais à la fois centré sur le parcours du professionnel. Ça s'appelle l'alternance, on n'a rien réinventé. Ouais. Très clairement, ce concept de base-là me semble aujourd'hui un précepte extrêmement important, parce que les poursuites de formation, les luttes contre les abandons, effectivement, c'est du décodage, c'est des anticipations, c'est toutes les organisations qui font synonyme d'accompagnement. Et le mot accompagnement propose effectivement déjà prioritairement, c'est que cette génération veut être en charge de son destin. Comme on dit très souvent l'expression, les parents font des destins et les enfants ont un destin. Et aujourd'hui, c'est bien ça la réponse, c'est sur mesure. Et c'est surtout très critique vis-à-vis de l'organisation. Effectivement, ce qui anime ces rencontres pédagogiques, et j'aime assez bien le mot éducatif, parce que je serais presque tenté de dire que c'est d'abord prioritairement ce terme qui anime notre raisonnement. Et ça va avec tous les atouts qu'on peut proposer. On a une force de réseau extraordinaire pour ça, parce qu'on a déjà des expériences fortes sur les dispositifs de type formation scolaire. Aujourd'hui, c'est associer l'hétérogénéité de ces publics qui engagent plus largement que la formation initiale sur la notion de référentiel. Même eux ont besoin de réponses sur leurs prérequis, leurs acquis, tout ce qui définit leur parcours. Donc c'est bien une offre personnalisée, une offre professionnalisée et un parcours qui se dessine avec l'entreprise. Et c'est bien le plan de formation intégrant l'apprentissage. Et ce qu'on se disait en préalable tout à l'heure, c'est que le plan de formation, ça se construit aussi avec l'entreprise et que ce parcours-là, c'est un parcours et c'est un cheminement identitaire dans le métier. Et l'estime de soi. Moi, ce que je dis très souvent, c'est on peut être que fier pour eux et on n'est pas fier d'eux aujourd'hui. Et ça, cette génération, elle est géniale pour ça. Ouais, merci Franck. Les jeunes, vous avez le sentiment de subir votre parcours ou d'être acteur pleinement de votre parcours? Pour ma part, plutôt acteur. Pour Iqbal, comme pour moi, on n'a plus 16 ans, 17 ans, on a 23 ans. Donc quand on est rentré dans la formation, on sait ce qu'on veut, quoi. On sait ce qu'on veut, on est motivé et du coup, on est plus acteur que spectateur. D'accord. Merci. Astou, est-ce que des collègues dans la salle souhaitent réagir par rapport à ça? Si oui, où sont-ils les gens qui souhaitent réagir? Il y a tellement de choses qui ont été dites que vous ne pouvez pas ne pas réagir. Alors vous pouvez envoyer des tweets, j'espère que vous le faites, parce qu'il y aura un nuage de mots-clés qui va apparaître. Mais c'est bien aussi de dire des choses. Est-ce qu'il y a une réaction? Ah, Yvette. Alors moi je voudrais réagir parce que donc les jeunes ont parlé, oui d'accord, ont parlé d'accueil en entreprise, d'intégration en entreprise. Nous dans nos CFA effectivement nous essayons au début lorsque vous arrivez en CFA de vous aménager par exemple la découverte du CFA au travers un parcours. Enfin on essaye aussi d'individualiser, de tenir compte de vos besoins. Seulement, je suis assez étonnée, je voudrais vous poser une question. Votre semaine de formation est organisée comment? Ça dépend des vacances scolaires. Vu que nous, on n'a pas le droit aux vacances scolaires, on a une semaine CFA et 2 semaines entreprise. D'accord. Mais au sein quand vous êtes au CFA, votre semaine au CFA est organisée comment? Vos cours, vos enseignements français, de techno, d'atelier? Le planning, ça dépend des semaines. Ouais. C'est-à-dire en atelier, on a des pièces à réaliser. En PSE, on parle souvent de la position, de comment, par exemple, quand on a des charges lourdes, etc. Bien se positionner. Alors, bon, moi, je veux en venir à une chose. Vas-y, Yvette. C'est qu'en fait... Des faits. Oui, voilà.
En fait, au CFA, vous avez par exemple 4 heures de français, 2 heures de maths, 4 heures d'atelier ou 4 heures de techno, enfin bref, peu importe. En fait, vous vous retrouvez sur une organisation un peu identique à celle, voire beaucoup identique à celle du collège, avec la cloche qui sonne, je dirais environ tous les 2 heures, même peut-être toutes les heures. Alors on vous dit, eh bien, quand tu viendras au CFA, enfin, notamment quand on a 15 ans et qu'un jeune veut faire de l'apprentissage, on lui dit, tu sais, quand tu seras au CFA, ce sera vraiment différent du collège. Et en fait, moi, la question que je me pose, ça fait quand même longtemps maintenant que je travaille dans l'alternance, je me demande comment actuellement des jeunes réagissent, parce que quelle différence. Alors autant je comprends que c'est nouveau quand vous allez en entreprise, vous n'y êtes jamais allé, vous avez la découverte de l'entreprise, mais par contre au CFA, c'est comme au collège. Donc, comment vous le ressentez, vous ? Au niveau des formateurs, déjà, c'est plus complice, c'est plus amical. Ça n'a rien à voir avec les professeurs au collège, où voilà, c'est beaucoup plus strict et ils nous prennent vraiment pour des enfants. Tandis que là, ils nous prennent pour des adultes. Ils nous parlent en tant qu'adultes. On peut communiquer avec eux si jamais il y a un problème ou quoi, que ce soit avec l'entreprise comme au CFA. Donc c'est plus un accompagnement. Voilà, par rapport aux horaires. Ouais. Donc, ce qu'Yvette évoque, en fait, c'est la question de la scolarisation ou de la déscolarisation, justement, de nos organisations. Alors, il y a Abès qui a une question là-bas. Et ensuite, Didier, je t'ai vu, Didier Lamade. Abès, alors toi, tu as rejoint le réseau depuis quelques mois maintenant. Ouais. Tu étais avant dans le réseau des écoles de la deuxième chance. Ouais. Et donc, bienvenue, on est ravis de t'avoir avec merci. nous. Alors, une réaction par rapport à tout ça, Abès, s'il te plaît. Alors, donc, Abès Dianti, donc BTP 54-55. Oui, effectivement, il y a plein de choses qui sont super intéressantes et je pense qu'on pourrait intervenir sur tout. Mais moi, je voudrais intervenir sur le portable, l'utilisation du portable. Aujourd'hui, je suis adjoint de direction en charge de l'accompagnement éducatif. Et bien sûr, notre travail consiste à gérer, je vais mettre à des guillemets parce que j'aime pas le terme, mais malheureusement, c'est comme ça qu'on l'emploie, discipline. Et je trouve qu'il y a 50% de la discipline, des problématiques de discipline que j'ai à gérer, elles sont en lien avec le portable, l'utilisation du portable. Pour moi, enfin pour beaucoup de formateurs, le portable est un distracteur. Alors que moi je pense que le portable aujourd'hui, il est sociétal et il fait partie de la vie. J'ai pour coutume de dire que les jeunes prennent leur douche avec le portable. C'est simplement pour vous montrer à quel point ils sont attachés. Ils l'ont dit, des fois je suis là, je cherche, mais il est où, qu'est-ce que j'en ai fait ? Et en fait je ne l'ai pas. Donc il faut qu'à un moment donné, on parle de transversalité, on parle d'interdisciplinarité, ce sont des mots, ce sont des concepts très utilisés dans nos établissements, mais je crois qu'aujourd'hui, on arrivera à gagner en efficacité, en sérénité. L'efficacité, je parle au niveau pédagogique, il n'y a aucun problème là-dessus, mais en sérénité dans certaines séquences pédagogiques, notamment en enseignement général, il faut absolument qu'on arrive à se servir, à s'appuyer pleinement de cet outil, quitte à la limite à le retourner contre le jeune. Tu n'étais même pas fichu d'aller me chercher sur Google le plan de je sais pas quoi, etc., etc. Donc voilà, et moi c'est là-dessus. Donc la question que je vous pose, à vous deux, là, les jeunes apprentis, donc c'est vrai que vous avez 23 ans, mais moi j'aurais voulu voir aussi des réactions de jeunes de 15-16 ans. Est-ce que vous avez déjà, au cours de votre parcours d'apprenti, vous avez été déjà sanctionné? Je parle de sanctions, d'infractions, appelez-la comme vous voulez, punies à cause du portable. Pour ma part, non. Une fois qu'on arrive en salle ou en atelier, on essaye de ne pas sortir nos téléphones, même si c'est pour regarder l'heure ou quoi. On essaye d'être attentif en cours. Pour ma part, c'est la même chose. J'ai jamais été sanctionné. Par contre, ça m'est arrivé que le formateur me dise Iqbal, ton portable, range-le, plusieurs fois. Mais sinon, à part ça, non. Jamais été sanctionné pour ça. Donc, une des questions pour une meilleure intégration, une meilleure insertion du jeune au CFA. On parle du CFA, là, on ne parle pas de l'entreprise, parce que regarder son téléphone quand on est sur un chantier, on sait tous que ça peut être dangereux. Et on parlera de la santé et sécurité au travail tout à l'heure. Donc, ce que tu dis, Abès, en fait, c'est épouser son époque plutôt que la rejeter et se dire qu'il faut vivre avec son temps, c'est un petit peu ça. Et que ça fait partie justement du bien-être au travail, puisque ça fait partie d'eux, puisqu'ils le prennent sous la douche, si j'ai bien compris. Didier Lamade, directeur et pilote régional Bretagne.
vas-y. Non, moi, c'était juste pour revenir sur la question de madame tout à l'heure. En fait, le jeune homme a répondu en partie, mais l'organisation qu'on vous propose en fait, dans la semaine de cours au CFA, finalement, est-ce qu'elle vous convient? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulièrement négatif? Qu'est-ce que vous changeriez? Voilà. Qu'est-ce que vous changeriez par rapport à l'emploi du temps de la semaine? Hein? Non, je le fais. Bah, que du sport. On en parle beaucoup cette semaine. Bah non, on a les cours, non. Pas grand-chose. Christophe? Pour ma part, c'est plutôt bien réparti. En fait, on a environ entre 16 et 20 heures d'atelier. Après, tout ce qui est mathématiques, français, etc., on a 3-4 heures par semaine. Donc c'est vrai, c'est plutôt bien réparti. 2 heures de sport. Donc ouais. D'accord. Merci. Une dernière question avant de continuer. Bien sûr, on sollicitera les collègues de la salle à un autre moment. Philippe, Pays de la Loire? Oui, bonsoir. Bonjour. Une petite question qui me taraude aussi, puis qui, je pense que vous devez vivre dans vos CFA et que nous tous, nous avons en question dans ce mot accompagnement. Il y a le mot et il y a parcours professionnel. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir, puisque vous côtoyez des apprentis toute la journée, que vous n'avez pas tous le même niveau de formation, le même terrain, le même terroir et la même envie et la même issue aussi. Et notre difficulté, à nous, éducateurs, formateurs, adjoints de direction, directeurs généraux ou secrétaires généraux, nous avons du mal à mettre en place cette idée de vous accompagner jusqu'au bout de votre formation en fonction de votre parcours. Et nous, dans l'organisation, on revenait au planning, on revenait aux formateurs et aux formations, au fait de ne pas identifier le CFA à un collège, d'essayer de séparer cette idée d'éducation nationale et que je ne réfute pas, bien sûr, hein, elle est nécessaire, on en est tous issus, mais en tout cas de parcours professionnel dans nos CFA, l'accompagnement des personnes qui sont sur des parcours différenciés. Quelle est l'utilité, par exemple, de prendre en compte un accompagnement sur des personnes qui ont un parcours universitaire, un parcours de baccalauréat, d'entrée en formation et de mettre en place des parcours d'enseignement généraux pour des personnes qui sont issues de formations supérieures. Des adaptations sont nécessaires, des recherches, et notamment sur le numérique et le télénumérique, sont nécessaires à mettre en place pour pouvoir adapter ces formations professionnelles au parcours des jeunes qui sont issus de moyens d'issues et de parcours universitaires ou parcours scolaires différents. Ouais. Merci Philippe. Ça rejoint un peu ce que disaient Franck et Laurent et puis également M. Marchand tout à l'heure sur la personnalisation finalement, la personnalisation de l'accueil, la personnalisation de l'intégration, la personnalisation de l'écoute. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans tous les métiers, on a effectivement une personnalisation accrue. C'est le cas aussi, manifestement, aujourd'hui. Hein, c'est ce qui émerge un peu de cet échange au sein du monde éducatif, au sein du monde de la formation professionnelle. Et c'est même une demande un petit peu de la profession et des jeunes. Alors, on va continuer un petit peu. Bien évidemment, on reviendra vers la salle tout à l'heure. Et je demanderai dans quelques minutes, pas tout de suite, mais dans quelques minutes, à nos amis des Ligas de projeter tout à l'heure le nouveau nuage de mots-clés qui émerge de vos tweets, même s'il ne faut pas dire tweets, ce sont des messages, mais je dirais quand même tweets. La question des compétences socio-professionnelles, alors qu'on appelle ça attitude sociale et professionnelle, ou, je redonne le micro par là, plutôt Astou, ou plutôt compétences, attitude sociale et professionnelle, ou plutôt compétences sociales et professionnelles, ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure, aller vers l'autre. Respecter l'autre, être à l'heure, se respecter soi-même, ne pas hésiter à solliciter le maître d'apprentissage ou des collègues de l'entreprise quand on ne sait pas. Bref, ne pas hésiter à dire qu'on ne sait pas, aller vers l'autre et la notion de respect qui revient beaucoup. On est ce que tu disais, Laurent, c'est avant tout de l'humain, c'est avant tout de l'individu. Alors, justement, ces compétences socio-professionnelles, je vais interroger d'abord M. Marchand et ensuite j'interrogerai Peter et Laurent. Est-ce que c'est quelque chose qui se construit, qui s'apprend? Comment on fait par rapport à ça? Comment on fait pour que le savoir-être, finalement, les compétences socio-pro se développent dans un parcours d'apprentissage? Est-ce qu'il y a une recette? Alors, je pense qu'il y a déjà une représentation, une obligation de représentation de la part
des gens de l'entreprise, de la direction, mais également de tous les employés. On en parle entre nous, on en parle en termes d'affichage. Je cherche le mot parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, il ne me revient pas. Je le prendrais comme responsabilisation, mais oui. Représentation, mais c'est pas ça le terme. Reconnaissance. Non. Presque. Mais en tout cas, quand on a un devoir de montrer l'exemple. Voilà. Et l'exemplarité. L'exemplarité, voilà, pardon, c'est exactement le terme que je cherchais. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Moi, je l'emploie beaucoup ce terme dans mes réunions de travail avec mes collaborateurs et également sur les gens de terrain. On parle d'exemplarité également sur la sécurité, par exemple. Je viens de faire une réunion spécifique sécurité avec l'ensemble de nos collaborateurs. Je pense que déjà, l'exemplarité apporte beaucoup sur le comportement. Donc moi, je pense que ça peut se construire. C'est sûr qu'il y a une partie qui est innée, il y a des gens qui sont dans ces contacts. Je pense que les nouvelles générations le sont de plus en plus. Ils aiment le mode projet, ils aiment le travail ensemble. Le mode projet, voilà. Le mot est lâché. Exactement. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Les gens apprécient de travailler en groupe. Ouais. Le collectif, ça parle de plus en plus. Et nous, tout à l'heure, vous avez dit l'apport de tout ce qui change chez les nouvelles générations, mais ce qui change dans les nouvelles générations apporte aux managers, aux directeurs du changement aussi. Moi, je pense que c'est très positif et que nous, on change dans notre approche du collectif et on favorise le collectif. Donc on favorise. Je pense que tout ça, c'est un cercle vertueux et je pense que le management est modifié et apporte ça. Oui. La dimension collective. Merci. Peter, comment construit-on les compétences socio-professionnelles dans un CFA quand on est formateur? Je poserai la même question à Laurent tout à l'heure qui est adjoint à SE. Et également cette fameuse dimension collective que M. Marchand a évoquée à l'instant. Comment on fait? Moi, je vais encore prêcher pour ma paroisse, c'est-à-dire l'EPS. Je prêcherai aussi pour mes deux collègues qui sont ici de PSE. Également les ASE. Le terme fort qu'on peut retrouver dans ce nuage, c'est l'accompagnement. Et l'accompagnement, le but premier, c'est quand même de les accompagner vers la professionnalisation. C'est placer le cadre dès le départ, ouais. Au-delà du fait de les aider à se sentir bien dans le lieu dans lequel ils vont évoluer au cours de leur formation. C'est les aider à se professionnaliser, simplement arriver à l'heure avec sa tenue, quelle que soit la matière, quelle que soit voilà, comme quand on arrive en entreprise, quand on arrive en EPS, on est là avec sa tenue. C'est ça. On parle de règles d'hygiène, de nutrition, voilà, on essaie de leur faire comprendre que quelle que soit la matière, quelle que soit l'activité, ça peut être transférable au plan professionnel et que les attentes finalement sont les mêmes. On est également là aussi pour répondre à leurs attentes, leurs questionnements, leurs besoins, puisqu'encore une fois, ils sont dans une rupture brutale avec ce qu'ils ont pu connaître. L'accompagnement est totalement différent dans le milieu scolaire. Et la notion de projet qu'on évoquait à l'instant, les projets pédagogiques, les projets éducatifs, en quoi ces projets, on en parlera tout à l'heure avec les pilotes régionaux, en quoi ces projets éducatifs, pédagogiques, les deux souvent, c'est les deux faces d'une même médaille, participent-ils à la construction de ces compétences socio-professionnelles? Alors, moi, je monte des projets pédagogiques, des sorties sportives et culturelles, parce qu'aujourd'hui, on est face à des publics de plus en plus variés, avec des jeunes qui viennent de tout horizon. Et on se rend compte qu'il y a parfois des vraies dettes d'éducation familiale. Donc on les aide à co-construire justement ces... Co-construction. Voilà. Le mot est lâché. Une fois de plus. Co-construire ces séjours. Moi j'organise un séjour char à voile avec des jeunes et on les fait participer en amont avec leurs formateurs et formatrices de diverses matières. Ça développe le travailler ensemble, l'entraide. Exactement. Voilà. On les aide par exemple à organiser le menu de leur semaine, gérer un budget, l'approvisionnement, les courses. Voilà, ça fait partie du développement personnel du jeune pour les aider à grandir. Merci Peter. Laurent et ensuite Franck. Oui, enfin un petit peu les mêmes choses, la notion d'exemplarité, même si c'est difficile d'être tous les jours exemplaire. Mais je crois qu'il faut savoir se positionner clairement dans notre rôle d'éducateur et essayer dans la mesure du possible de rester toujours dans cette droite ligne, le plus possible en tout cas. Le deuxième point, les associer tout à fait dans leurs projets professionnels, leur demander d'être des acteurs eux-mêmes, parce que le principal acteur dans leur formation, c'est eux.
C'est eux qui sont les principaux. C'est eux qui vont faire que ça va marcher ou que ça va pas marcher. C'est eux. Et même dans l'entreprise, ils sont partie prenante de la vie de l'entreprise, ils sont partie prenante de la vie du groupe. Et c'est indispensable de les associer, de leur demander leur avis, de bâtir des projets avec eux. Et je rappellerai un troisième point également, le cadre. Savoir qu'il y a toujours un cadre. Et que ce cadre, eh bien, il est de notre rôle aussi de le rappeler, de le faire respecter, de façon à ce qu'ils y adhèrent. Est-ce que le développement de l'autonomie, ce n'est pas de permettre à un apprenant, à un apprenti de se mouvoir dans un cadre bien défini? Voilà, c'est ça. C'est ça. À l'intérieur du cadre, il y a possibilité de créer. Mais il y a quand même des règles qui sont, elles, nécessaires dans une vie en collectivité. Donc, responsabilisation, d'un point de vue pédagogique, c'est des pédagogies actives où le jeune est au centre, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Christophe, et puis l'exemplarité, la dimension éducative également, et les projets éducatifs et pédagogiques, les sorties, etc., qui créent à la fois l'autonomie, l'entraide, mais qui créent aussi la compétence collective. Franck? Oui, je ne voudrais pas qu'on fasse toujours amalgame entre une réponse personnalisée et le tout possible. Oui. Il est question quand même de recentrer l'autorité. Nous sommes l'autorité d'un cadre, nous représentons très objectivement ce qui fait l'organisation même d'un accompagnement, mais d'un accompagnement d'une singularité, mais que la singularité ne prenne pas le pas sur le collectif. Cette synergie-là, c'est la valeur, le juste équilibre, les valeurs partagées de ce qui s'appelle l'organisation au service. Mais ce cadre-là, les jeunes, très clairement aujourd'hui, ont besoin d'exemples, plus de critiques. L'exemple du cadre, l'exemple de l'autorité. L'autorité, c'est pas toujours l'autorité, la discipline, comme on parlait très justement notre ami adjoint. L'autorité, c'est l'autorité de l'exemple, c'est l'autorité de la compétence qu'on renvoie. C'est cette autorité-là dont on parle. Et les formateurs que je côtoie au quotidien, les animateurs, les adjoints, sont des exemples qui, effectivement, peuvent être dans une réponse personnalisée à un parcours, mais que nous sommes nous-mêmes l'autorité de l'exemple. Et c'est cette génération-là, elle a besoin d'un cadre, mais d'un cadre qui revêt effectivement du respect prioritairement des règles d'un collectif qui s'intègre. Et là, leur réponse de l'immédiateté, c'est comment moi, on peut me trouver une solution dans un cadre collectif où je puisse m'insérer durablement, où je me retrouve dans ce collectif. C'est ça l'important aujourd'hui, me semble-t-il. Ouais. Merci Franck. Je vais reprendre le micro puisque je vais aller solliciter, je ne sais pas si Astou est là, mais juste avant de solliciter quelques pilotes régionaux de nos projets amont à ce séminaire national, voyons les tweets qui n'en sont pas, les messages qui ont émergé suite à la manipulation de vos smartphones, chers collègues. Alors, la dimension d'accompagnement, effectivement, c'est peut-être le mot-clé. Accompagner, c'est être à côté d'eux. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, que ce soit au niveau collectif ou au niveau individuel. La dimension d'écoute. On a besoin d'être écouté quand on est en construction ou en co-construction. La dimension de parcours également, qui a été évoquée à de nombreuses reprises. La dimension d'accueil. Vous parliez d'intégration tout à l'heure. L'accueil et l'intégration sont les deux faces d'une même médaille. La com, ce que disait M. Marchand, la communication, faire circuler l'information. Quand elle ne circule pas, allez la chercher. Ça fait partie aussi de la compétence aujourd'hui. Voilà. La notion d'épanouissement, de confiance, de respect. L'EPS en force, la PRAP également. Et on parlait de personnalisation tout à l'heure, là on parle d'individualisation. Et les valeurs. Christophe parlait tout à l'heure des valeurs du sport, de la démarche de projet. Donc, ravi de constater en tout cas que les collègues dans la salle expriment un certain nombre d'éléments, un certain nombre de mots-clés qui corroborent un petit peu ce que vous évoquez vous-même, chers membres de la table ronde. Merci à nos amis d'Eliga via la plateforme YouSlide. Voilà. Je vais maintenant demander à 5 pilotes régionaux de prendre la parole et déjà de réagir. Vous avez 1 minute en clair, par personne, parce que l'heure tourne, et comme on est en direct, de réagir par rapport à ce qui est dit là, mais en lien avec le pré-projet régional qui a été développé lors de la phase 1 des rencontres pédagogiques et éducatives. La première, c'est Yvette, qui en 1 minute va nous parler effectivement
du pré-projet de bâtiment CFA Limousin centré sur les attitudes sociales et professionnelles et sur l'interdisciplinarité. En quelques mots. Oui, alors en quelques mots. En fait, on parle beaucoup de compétences. Alors, la compétence, c'est quoi une compétence? Ce sont des savoirs, des savoir-faire, mais aussi des savoir-être. Et en fait, on valorise toujours les savoirs, les savoir-faire. Enfin, non seulement on les valorise, on les apprend aussi. Mais il n'y a rien pour les savoir-être. Alors effectivement, monsieur, en entreprise, vous allez certainement leur transmettre certaines valeurs, c'est-à-dire le respect des autres salariés avec lesquels les apprentis travaillent, le respect du client, le respect du travail bien fait. Voilà. Bon, et beaucoup d'autres aspects également. Bon, en CFA, en fait, comme nous le disons, nous essayons aussi de leur transmettre ces valeurs, enfin certaines valeurs, sauf qu'elles ne sont pas valorisées. Et par conséquent, nous voulons travailler sur cette valorisation. Merci Yvette. Donc ça, c'est le projet de bâtiment CFA Limousin. Isabelle, où est-elle? Isabelle Leroy, directrice de Valenciennes et pilote régional Nord-Pas-de-Calais. Isabelle, donc, toi, c'est plutôt santé et sécurité au travail et citoyenneté, la notion de citoyenneté. Oui, alors dans le cadre des projets d'établissement des CFA de la région, on a une idée un peu régionale qui a émergé, alors qui peut se décliner sous différentes formes, ou pas d'ailleurs dans les CFA, qui est de rendre les apprenants acteurs de leur parcours de construction professionnelle et citoyenne, en intégrant en fait des dimensions humaines, des projets culturels, des projets européens, mais aussi des projets santé et sécurité, afin de à la fois les rendre plus autonomes sur la thématique et répondre aussi à certaines exigences de référentiel dont on parlera bientôt. On va en parler. Voilà. La prévention des risques professionnels avec nos cousins de l'OPP et nos amis d'Iris ST. Jean-Pierre Clair, où est-il? Jean-Pierre qui parle avec ses collègues de Rhône-Alpes dans son projet régional de la notion de défi. Alors, défi, l'année dernière, pour être très rapide, en Rhône-Alpes, on avait organisé en partenariat avec ProBTP un défi autour du sport, à savoir que dans un centre de vacances ProBTP, les 7 CFA avaient rassemblé 7 groupes d'apprentis qui se sont affrontés dans le cadre de défis sportifs. Et on s'est dit qu'on pourrait reprendre ce concept pour le proposer sur d'autres matières, puisque l'individu se construit dans son corps, dans sa tête, dans son intégralité, dans sa totalité, et que donc des défis autour du sport, on voit tous ce que c'est, et que de reprendre ce concept-là avec les autres matières, y compris sur les compétences sociales, le français. Donc tout ça à organiser et à construire. Voilà, un défi accessible. On parlerait presque de zone proximale de développement, mais je ne vais pas me lancer là-dedans. Et enfin, on parle de semaine d'intégration. C'est Laurent Vincent, PACA. Laurent, où es-tu? Pilote régional de BTP CFA PACA, qui ont pour ambition justement non pas une journée d'intégration, mais une semaine d'intégration. Très intéressant. Oui, bonjour à tous. Laurent. Donc, sur la précédente table ronde, il a été évoqué des valeurs de l'entreprise, valeurs véhiculées par les jeunes. Moi, je rajouterai également valeurs véhiculées par nos centres de formation. Et notre objectif, lors de notre première réunion en amont, ça a été de se poser la question, savoir comment... c'est bon le micro là ? De savoir comment véhiculer et comment réduire la distance entre les exigences des uns et des autres, qu'elles soient celles des jeunes, celles de l'entreprise, celles du centre. Et donc, nous souhaitons réfléchir à un projet régional d'intégration sur une semaine complète, avec des ressources internes. Pourquoi, vous l'avez dit aussi, on a des ressources internes. On a également des partenaires extérieurs qui peuvent nous rejoindre, de manière à commencer à établir une semaine avec des ateliers, des conférences, et tisser ainsi un parcours initiatique à la fois pour les jeunes, mais également pour les entreprises partenaires. Voilà notre objectif. Jacques-Olivier, une réaction? Merci Laurent, notre directeur de la formation, donc par rapport à cette semaine d'intégration et de manière plus globale. Alors de manière un peu globale, merci à chacun des interventions. Je m'aperçois qu'il y a une chose qui plane au tout dessus, alors peut-être je suis le seul à
avoir besoin de la saisir, mais qu'il faut la saisir, c'est qu'une des grandes forces du réseau des CFA paritaires, c'est justement cet accompagnement socio-éducatif, l'ensemble des actions qui sont faites autour de l'accompagnement des jeunes. Il a été vu là que c'est pas de la psychopapouille, hein, c'est pas quelque chose qui est là parce que on est gentil, qu'on est des spécialistes en ado. Non, non, ce sont des demandes clairement importantes exprimées et par l'entreprise, parce que sinon, clairement, on n'est pas employable. Même si ce mot a été galvaudé, l'employabilité commence par là. Et ce que j'ai entendu là, c'est que c'était également une demande des jeunes de les aider à grandir, à devenir des vrais professionnels. Et ce que j'entends là, c'est que nous avons toutes les bases, tous les éléments qui vont nous permettre d'arriver à certifier ces compétences socio-professionnelles, quelque chose qui nous amène à aller jusqu'au bout de la démarche. De la même manière que nous certifions la compétence en français, la compétence technologique, la compétence dans le métier, nous avons tout ce qu'il faut pour arriver, j'espère, à la fin de l'année scolaire, à certifier, à valider, à labelliser les compétences socio-professionnelles de base qui rendent les jeunes insérables, employables dans l'entreprise. Il me semble qu'on a à se féliciter de ça, et en tout cas, il y a une grande démarche là-dessus. Ouais, merci Jacques-Olivier. Une dernière question que je vais poser à Franck. Je l'ai dit en préambule tout à l'heure, hein, vous le savez, il y a une réforme de la formation professionnelle, il y a une réforme de l'apprentissage. Pour le dire en deux mots, même si c'est très simplifié, il va y avoir une concurrence accrue que par le passé. Donc la question que je te pose, Franck, en tant que pilote d'une association régionale, c'est en quoi, et c'est ce que disait Jacques-Olivier à l'instant, en quoi tout ce qui émerge de nos échanges peut représenter, parce qu'il y a un vrai savoir-faire dans ce réseau, peut représenter un véritable atout dans le cadre, pour le réseau, dans le cadre de cette réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle. En quoi c'est différenciant? En quoi on a un train d'avance là-dessus? Alors, le train d'avance, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on transforme notre expérience en validation des compétences acquises par le réseau. Ce que traduit Jacques-Olivier. On prend l'exemple, on était hier sur l'appel à projet concernant le pré-apprentissage. Je rappelle que tout ce qui va définir demain notre orientation présuppose que nous soyons dans un secteur concurrentiel qui affiche très clairement les acquis, les prérequis, transformés en validation, qui fait que la force du réseau, on a un élément qui est vraiment très nettement supérieur et identifié sur le champ des compétences hors réseau BTP, c'est qu'on a un savoir-faire sur les questions des constructions, des parcours dits professionnels, et qu'on a un très net avantage sur la capacité de fédérer l'ensemble des équipes des CFA sur l'accompagnement social, éducatif, socialisant. Et ça, c'est une valeur ajoutée qu'il va falloir, comme on dit dans le domaine sportif, c'est transformer à la 90e minute ce qui va faire la différence, et c'est de savoir aussi transformer l'essai à l'époque où on est. Et donc cet appel à projet, c'est aussi remettre en adéquation ce qu'on sait faire sans l'exprimer très clairement. C'est donner des solutions qui à la fois sont multiples, et c'est être en capacité de répondre à tous les publics nouveaux sur lesquels on va être sur un secteur marchand. Très clairement. Donc la question de la réforme, ce n'est pas un changement culturel, c'est une approche de l'identification des publics qui vont être en mesure d'être confortés dans une construction personnelle et professionnelle. Je prendrai juste un exemple. Aujourd'hui, la valeur ajoutée aussi, c'est les qualités liées à des hébergements. J'espère qu'on va traiter très clairement ces questions-là. Quand on parlait d'autorité tout à l'heure, quand on parlait effectivement du sur-mesure, quid de ce qui est de l'accompagnement sur des publics en hébergement, sur des situations professionnelles, sur les territoires, avec des hébergements type Internet des choristes. Je lance le contre-pied d'une polémique, mais c'est ça qui va définir demain aussi l'attractivité dans nos établissements. C'est toutes ces questions qui font qu'en dehors du parcours de formation, on détermine bien tous les plus qui font qu'on va plutôt dans les BTP CFA que plutôt dans d'autres systèmes de formation concurrentiels. Ouais. Donc c'est les valeurs ajoutées du parcours, identifiées, personnalisées, mais plus largement ce qui fait foi dans nos organisations depuis la loi de 71. Merci beaucoup Franck. On arrive à l'issue de cette table ronde. On en profite pour saluer les collègues du réseau qui nous regardent. Donc, une petite pause, vous l'avez bien mérité. Vous vous êtes levé tôt, donc il y a de quoi se restaurer, etc. J'insiste bien sur les horaires, sur la lecture du livret du participant et rendez-vous dans vos différents ateliers pour le Carrefour des ressources entre 16h05 et 16h10. Juste avant, on peut applaudir les collègues et les jeunes de la table ronde. Je vous dis à tout à l'heure. Bonne pause. Merci.